Donc un tout petit peu d'écoute de GV. On est trop bordé, hein. Ouais. Choc un peu. Là. 46 sud. J'ai jamais été par ici. Il est parti complètement en vrac et là j'ai secoué pour il est parti au loft, tu vois. Ouais, et là de toute façon les gars, là on pourra avoir rien à réparer. Non, c'est mort. Tu vois les frappes de viseur là. Quelle merde. Mais j'avais des trucs bizarres dans la barre depuis un moment, tu vois. Et je le voyais. La mèche c'est malade. Dès que je t'ai passé le... Ouais, sur ce bord là, ouais. Moi j'ai pas du tout senti. Bah... C'est top. J'attaquais pas, hein. Ah, je sais, mais moi avant de te passer, j'ai rien senti. Et déjà aller voir c'est compliqué, alors réparer. Réparer, j'ai rien pour réparer là-bas. Et on sait ce que c'est? Non, je sais pas. Elle est là, la fausse pêche. La fausse pêche, elle est là. Oh, on voit l'eau. Ouais. C'est pas normal, il s'est passé un truc, il y a une pièce qui est pétée, il y a... Rien à faire comme elle part. C'est les boules, c'était bien parti. Et puis voilà, mais bon. Au départ, quand on l'a dessiné, ce bateau, c'était de se dire qu'on allait faire le premier trimaran volant de course au large. On avait vu ce qui se passait sur la Coupe de l'Amérique, en fait, sur celle de 2013, où on a vu en fait les premiers sauts du bateau néo-zélandais, qui était un kata. Il les voyait, en fait, il faisait des sauts de puce, c'était pas stable, il volait, boum, il retombait, il volait, il retombait. Donc c'était un peu des sauts. J'étais certain que ça allait être ça la suite de l'événement. Et on a commencé à mettre des appendices sur un trimaran, qui était notre multi 70 Edmond Rothschild. En mettant des plans porteurs, en travaillant sur les foils, notamment les foils en L. Et quand on a vu que ça marchait, eh ben on s'est dit qu'on allait construire un gros bateau et en mode volant. Il n'y a plus d'air, là, il y a du vent qui rentre. Il me dit qu'on peut faire. Quand on l'a mis à l'eau en 2017, on s'imaginait en tout cas pouvoir faire un tour du monde en mode volant. Et ça reste l'objectif. Fais du 13. Hein? Fais du 13 pour commencer. Et on essaye de voir si ça vole. Ouais, y'a pas d'air. Hein. Il y a 12 devant. Le bordel à gérer. Peut-être sur une vague, il y a moyen de...
C'est la première génération de bateaux qui s'est sustentée de son poids pour voler au-dessus des vagues et donc pouvoir accélérer, de plus être ralenti par l'eau. Donc ce sont des bateaux volants. Le bateau dessiné par Guillaume Verdi a été avant-gardiste. C'était le pionnier dans le design. Le Maxi Edmond Rothschild arrive dans un cycle de maturité, on va dire. Donc de fiabilité, de rodage, de maîtrise par ses skippers. Au bout de 4 ans, c'est un bateau mûr. Et à l'heure actuelle, c'est la référence. Je pense que les autres équipes qui mettent à l'eau actuellement ou qui ont eu des bateaux avant ont regardé à un moment donné pourquoi ce bateau-là était un peu en avance sur tout le monde. Le bateau de cette taille-là, comme les Edmond Rothschild, est né d'un vivier de bateaux qui a été conçu sans règles et qui sont depuis, disons, le début des années 2000, qui ont été conçus pour faire ce tour du monde le plus rapidement possible et non pour faire ce trophée Jules Verne. Le circuit ultime, c'est le haut de la pile, quoi. C'est un lieu commun de dire la Formule 1, mais là, c'est la Formule 1, quoi. Le circuit qui permet de toucher le rêve des records, du tour du monde. C'est le mot ultime, finalement. Résumé assez bien ce que c'est, quoi. C'est la performance ultime, quoi. Je pense que vous attendez tous cette grande nouvelle. Nous allons partir donc pour les prochaines années avec un binôme, Charles Caudrelier et Franck Camas. L'annonce sera faite dans 48 heures. Ah, quand même! Ah, tu commences! Ça veut dire que je vous demande de rester hermétique à ce que je viens de vous annoncer. Tout le monde est là? J'ai cru que tu serais pas là. J'ai cru que Je vous demande vraiment de les accueillir au mieux pour qu'ils s'intègrent au plus vite au sein de l'équipe. On a une mise à l'eau qui est dans 3 semaines maintenant, un peu plus. Je vous souhaite vraiment la bienvenue au sein de l'équipe. On vous attendait avec impatience et on est très très heureux de vous accueillir ici. Quand je leur ai proposé donc de skipper tous les deux le bateau, ils étaient assez sceptiques. Ils m'ont demandé à réfléchir. Et puis ensuite, après une nuit de réflexion, ils sont revenus vers moi en disant c'est pas idiot, on essaye. Charles et Franck se connaissent très bien et on s'est dit qu'avec ces deux-là, ça pouvait marcher. 4, 3, 2, 1, top départ. Avec un tandem Franck Camas et Charles Caudrelier, on a parmi les meilleurs skippers du monde sur ce type de parcours autour du monde en tout cas. Il y a un duo qui est très connu. Enfin, Franck Camas a à peu près tout gagné dans sa carrière, en solo, en équipage, sur des petits, sur des grands bateaux. Il a mené le projet aussi français sur la Coupe de l'América, donc il a une notoriété qui dépasse la France. Charles Caudrelier, lui c'est clair, plus connu dans le monde qu'en France. Alors lui c'est clair. Quand tu remportes la Volvo Ocean Race, tu es le skipper connu des Néo-Zélandais, des Australiens, des Espagnols, enfin voilà. Alors qu'en France, Charles Caudrelier n'a pas cette notoriété. Il a gagné la Solitaire du Figaro, mais ça fait déjà bien longtemps. Il est beaucoup moins sur le circuit des IMOCA, des Routes du Rhum, des Vendée Globe, etc. Donc le grand public français le connaît peut-être beaucoup moins. Il n'empêche, son palmarès parle aussi pour lui maintenant, il a gagné la Volvo Ocean Race. On a toujours l'impression que Franck tient le lead parce que c'est dans son caractère. Ils se connaissent depuis presque 30 ans et je crois qu'ils ont un profond respect l'un pour l'autre et pour leur talent de marin, ce qui fait que quand ils ne sont pas d'accord de toute manière, ils règlent leur compte ensemble. C'est moins bien passé effectivement que... C'est bleu au fond là-bas. Ouais. On a été freiné. Ça fait moins tout à l'heure à midi. Ouais, c'est vrai, on a été freiné. Il est responsable de la route. Ah oui, ça c'est pas grave ça. Mais toi tu décides que ton compromis est bon, moi je décide que mon compromis n'était pas celui-là. Mais j'ai le droit de ne pas être d'accord. Et en plus Marcel il m'a dit, quand j'ai parlé avec lui, parce que pendant qu'on fait des babords, il m'a dit ça fait depuis midi que je vous le dis. Je dis bah on n'est pas d'accord avec Franck. Non mais arrêtez avec pour pas d'accord avec quelqu'un, on est pas dans un clan là. Mais non. Notre expérience commune a commencé bien avant l'histoire de Gitana, puisque dès 2010 on a participé ensemble à la Volvo Ocean Race. Là j'étais skipper et Charles était à l'époque simple équipier d'ailleurs je crois.
On se connaît parfaitement et on a fait des vrais défis ensemble qui nous ont marqués l'un comme l'autre, et notamment cette Volvo Ocean Race qui a été la première fois où on avait vraiment travaillé en long terme ensemble sur Groupama. Et puis finalement depuis 2019 on retravaille ensemble à 100% autour d'un même projet. Vous êtes parti? On est parti, ouais. Je dis quoi d'ailleurs? Skipper, demi-skipper, co-skipper? Tu dis ce que tu penses être. Je sais pas, il a dit quoi? Il a dit co-skipper ou skipper? Je sais pas, c'est pour savoir, parce qu'il faut que c'est important, je crois. Il a dit co-skipper, Franck. Hein. Tu peux en faire deux? Ouais, si tu veux. Ouais. Si vous n'avez pas préparé votre truc, je préfère. Charles Caudrelier, skipper du Maxi Edmond Rothschild. Charles Caudrelier, co-skipper du Maxi Edmond Rothschild. Je suis à 3, ouais. Le trophée Jules Verne, c'est assez simple. Hein. Il faut faire le tour de la planète par tous les caps en partant de Brest, et il faut revenir à Brest le plus vite possible. Donc voilà, c'est extrêmement simple. C'est un tour du monde à la voile. On part à 2, à 4, à 6, à 10, à 14. On part sur 2 coques, sur 3 coques, sur une coque. Si on coupe la ligne à Ouessant, on fait le tour de l'océan Antarctique et on revient à Ouessant. Temps de créage à tribord, plus qu'à 3 nautiques de la ligne quasiment. Ce qui en fait, c'est vrai, une épreuve simple sur le papier. C'est un record où voilà, on n'a aucune garantie au moment où on part, même avec la meilleure préparation, le meilleur bateau, un équipage prêt, que l'on va battre ce record. Les sportifs qui font de la course au large placent, je pense, la réputation et la notoriété d'un skipper ou d'un équipage qui a remporté un trophée Jules Verne, qui a battu ce record du monde au plus haut niveau. Le monde de la course au large, c'est clairement une référence. Notre première course à bord d'Edmond Rothschild, c'était en 2019, c'était le Fastnet. Voilà, ce que je veux dire, c'est que dans le sud, ça s'inverse avant, même si on va pas dans les hauts fonds. D'accord. Tu parles du banc ici, là. À la sortie là, du Solent. Là, on va passer à droite, c'est-à-dire on laisse le banc à bâbord. D'accord? Well, here they go. They just Massive just starting to pull the trigger. So Sodebo, they accelerated and just slowed down a little bit. Léger reflux dans le Génac. Just behind Actual Leader, he's got some real speed on there. Actual Leader hasn't actually accelerated. Just looks like a little gust come through at the end of the line. And Gitana has found a bit more pace. 5 minutes après le départ, on passe dans une zone un peu compliquée, on s'échoue sur un banc de sable qui ne devait pas être à sa place. Moi j'étais en charge de la navigation, je me dis mais c'est dramatique, on fait au bout de 10 minutes, on est arrêté sur un banc de sable et on pensait avoir cassé le bateau. Je vois pas de morceaux détachés, c'est vraiment le dessous de l'aile dorée qui a dû être poncé, quoi. C'est des choses qui arrivent, hein. Les concurrents ils nous suivaient. C'est la vie. On est un poil plus vite, je pense, en moyenne. Il y a un bateau qui croise devant dans 13 minutes. À 0,7000. Au lever du jour, ça allait vite et on avait Massif juste derrière nous. Massif est repassé devant, vitesse pure. Donc là, vu comme c'est du tout droit, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est d'avancer, de rester au maximum au contact de lui, et puis on verra s'il y a des choses à jouer après les scillis ou enfin quelques empannages. Il est à 25 nœuds. Il a l'air hyper long, hyper bas, dit Morgan. Depuis le début du bord, on est revenu énorme. Il va nous manquer quelques heures quoi, pour être vraiment au contact. Je préférerais être à sa place qu'à la nôtre pour gagner la régate, si tu veux. Si ça donne un peu, ça peut être pas mal. This is what we came for. This is incredible.
sitting out here now waiting, and what a view, man! What a view! That's incredible. Here we go. Absolutely fine. There's seconds here between the two boats, and it looks as if Edmond de Rothschild have just snuck in ahead. Wow! Right at the end. Whoa! On a eu un combat épique avec la référence, puis c'était François Gavard et son bateau. Et on a gagné au dernier moment, et c'est vrai que forcément une victoire, ça crée du lien. Ah, c'est une victoire qu'on aime, ça. Jamais j'en ai fait une comme ça, quand même. On a senti tout de suite que ça fonctionnait bien avec cette équipe, que les marins s'adaptaient vite au bateau, qu'on prenait bien le vol. Et franchement, on n'a jamais remis en question cette équipe de 6, quoi. Ça fonctionnait parfaitement bien. Regarde devant, prends, s'il te plaît. En skipper, on a Charles et Franck. Et dans les navigants, donc on a David Boileau qui est le boat captain du bateau, il connaît parfaitement le bateau. On a Morgan Lagravière qui lui est plutôt barreur régleur. On a également Erwan Israël, barreur régleur. Et nous avons Yann Rioux en médiaman, barreur régleur. Erwan Israël, c'est le type même d'équipier de très haut niveau, extrêmement recherché pour toutes ses qualités, mais que personne ne connaît. Ça fait partie de ces équipiers de l'ombre qui existent dans le milieu, et que dès qu'on doit constituer un équipage avec des performances bien précises, et on fait partie de ces équipiers qu'on vient chercher, comme qui sont quelques-uns comme ça, que le grand public ne connaît pas. J'ai eu un accident en TF35, donc le bateau s'est arrêté, on a décollé, on a volé trop. À cause de l'accident, j'ai pas pu naviguer cet été avec l'équipe, donc forcément j'ai été remplacé. Donc voilà, maintenant on va voir avec les prochaines naves si je serai à 100% pour un éventuel Jules Verne ou si tout simplement Yann Eliès par exemple va prendre ma place. Erwan se blesse et on n'est pas sûr qu'il puisse être à 100% au départ. Je voyais bien qu'Erwan était surtout en manque de confiance. C'est pas un moment facile pour un sportif d'être blessé. Et c'est vrai que quand t'es pas là, quand t'es absent, les absents ont toujours tort. On a navigué avec Yann Eliès qui a ses propres qualités, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que Erwan, mais qui a apporté aussi des choses différentes, intéressantes. On relève sous le vent. C'est probablement un des meilleurs navigateurs en solitaire de sa génération et puis des 20 dernières années. En place, il a quand même gagné 3 solitaires du Figaro, ce qui pour moi reste quand même une des références absolues, c'est de gagner la solitaire du Figaro et d'avoir remporté, je ne sais plus exactement le nom, mais une dizaine d'étapes. Évidemment, avec son expérience, c'est quelqu'un d'extrêmement sûr quand il est sur le pont d'un bateau. On a gagné d'ailleurs une course ensemble. C'était la Dream Cup avec des conditions météo un peu compliquées, du vent, du petit temps, des conditions musclées un peu à l'arrivée, beaucoup de vitesse. Et ça se passe très bien et Yann s'adapte extrêmement bien au bateau. Je trouve que naviguer sur Gitana, sur un tour du monde, ça reste une aventure en soi. C'est mettre les pieds où personne d'autre n'a mis les pieds. C'est comme faire les premiers pas sur la Lune, c'est partir à l'aventure. C'est ça qui me plaît. Effectivement, le fait de ne pas avoir vu Erwan, et même que Erwan par lui-même, je le trouvais un petit peu en retrait dans son envie, ou moins dans la motivation qu'il montrait. Et comme on venait d'arriver victorieux d'une course avec Yann, ça fonctionnait à bord, voilà, c'était très très ouvert. Moi je dis, il y a 50-50 chances. Je pense que ça va bien se passer parce que je pense qu'avec nous, Franck, ça va très bien se passer. Donc, moi je suis hyper ouvert, ça me fait chier par rapport à Erwan parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, vous le savez. Oui, je pense qu'il est très bon et que voilà. Est-ce que tu cherches un barreur? Non, mais ils sont très polyvalents, ils barrent tous très bien. Yann est un super bon barreur, ça c'est sûr. Ok, mais est-ce que c'est pas ça qu'on recherche? Et Erwan il est fiable. Il est fiable. Parce que moi on a fait un tour du monde avec lui, on sait que c'est un mec, il est comme ça. Quand il est sur le bateau, il est fiable, il est bon. Pour le coup, le choix de l'équipage, il est quand même plus lié au skipper. C'est-à-dire que moi, j'interviens pas finalement dans le choix de l'équipage parce que vivre 40 jours
je veux dire, dans une cellule relativement petite, il faut bien évidemment que les personnes et les navigants s'entendent. En revanche, je garde un œil parce que je veux que ce soit aussi compatible et à l'image et du groupe et de l'équipe. Et ça, c'est important. Parce que moi, j'aurais bien renavigué avec les deux déjà. Bon, s'il ne se fait pas opérer, on dit qu'on navigue avec les deux. C'est 23 ou 27. Parce que là, tu le filmes. On a dit qu'on peut avoir la pression, les mecs. Mais ok. Voilà, leur dire. Grave la pression. Mais là, tu dis rien. Tu dis rien. Ah si, on est obligé parce qu'on va partir à 7 et les mecs ils veulent savoir qui est-ce qui part autour du monde. C'est vrai qu'il y a une chance à saisir qui n'était pas vraiment prévue au départ pour moi. Moi, je devais vraiment me cantonner au rôle de remplaçant. Donc bah oui, je te cache pas que je vais jouer le coup à fond. Hein. Moi, si j'avais un souhait à donner, ce serait de remporter un 3e Jules Verne. Et je sens qu'avec Gitana, c'est le moment et l'occasion d'y arriver. Donc j'ai un coup à jouer et je vais le tenter à fond. Ça n'a pas été un choix facile parce que les deux mais avaient leur place à bord. On aurait aimé emmener les deux. Il y avait un niveau de performance très fort dans les deux. Mais du coup, on a simplement dit, bon, bah, on garde l'équipe d'origine. Et malheureusement, Yann n'a pas pu se joindre à nous. Il pensait vraiment que c'était Yann qui tenait la corde. Yann aussi le pensait. Il a été presque surpris qu'on lui propose quand même. Ça a été dur vis-à-vis de Yann parce que ouais, 2 mois avant, c'était certainement le favori à partir avec nous. Le poteau noir, Marcel, tu le vois comment? Pas dramatique, mais pas terrible. Je descends là, d'en haut. Excusez-moi. J'espère qu'on va pas le faire trop souvent quand même. Ce sera bien de partir maintenant. On y va, Marcel, et on voit. Bon, bah on y va. Allez, ciao. On vient de couper la ligne. Allez, c'est parti. Yeah, I feel like a monster, and I'm just here to haunt you. I've become your nightmare, slipping in your dreams. I'm the definition of the worst kind of me.